Je suis très heureux de vous accueillir et de vous présenter François-René Dussault, Michelle Jensen et Peggy Gillespie. François-René Dussault est atteint du syndrome d'Alport, une maladie génétique caractéristique surtout par une maladie rénale, une perte d'audition et parfois des anomalies oculaires. À 30 ans, il a commencé une dialyse péritoniale. 2 ans plus tard, il a bénéficié d'une première transplantation rénale qui a malheureusement échoué après seulement 2 ans. Il a ensuite effectué une hémodialyse nocturne à domicile pendant près de 5 ans. Il a reçu une deuxième greffe il y a presque 13 ans. François René s'est engagé activement auprès de la Fondation du Rhin depuis 2004 en participant au conseil consultatif de la section Ottawa, au comité des relations gouvernementales de la section d'Ontario et au comité des programmes nationaux des politiques publiques. Il est aussi bénévole au sein du programme de soutien par les pairs de la Fondation en 2004 et il a fait pression avec crédit d'impôt sur la facture d'eau et d'égout pour les patients en hémodialyse à domicile. Il est avocat avec Justice Canada et vit à Ottawa. Un homme très occupé. Peggy Gillespie se décrit comme étant une femme, une mère, une étudiante, une adjointe administrative et aussi une patiente en néphrologie. Elle a eu un diagnostic antimédicatif et a commencé l'hémodialyse dans un petit village de Nouveau-Brunswick. Au cours des 41 dernières années, elle a eu de l'expérience de l'hémodialyse personnelle et aussi de l'hémodialyse et a eu aussi 2 greffes réussies. Elle est revenue à l'hémodialyse maintenant depuis 19 ans. Depuis 6 ans, a choisi de faire sa dialyse à la maison. Elle consulte l'unité de dialyse à domicile et est fière de contrôler et de pouvoir avoir son traitement en sécurité confortablement à la maison. Michelle Jensen est travailleuse sociale en néphrologie à Halifax. Elle travaille avec des patients en dialyse et des donneurs de reins au Queen's Elizabeth II Health Science Center. Elle a commencé sa carrière de travailleuse sociale en 1993 et a travaillé en gériatrie et en santé mentale avant de se joindre à l'équipe de néphrologie à QE2 en 2006. Elle a travaillé avec des patients atteints de maladies rénales dans tout le continuum de soins, y compris toutes les modalités de transplantation. Elle trouve son rôle très significatif et gratifiant et très heureuse de participer à ce panel avec nous aujourd'hui. On a quelques petites questions à vous poser. Peut-être qu'on pourrait vous sonder. Répondez comme vous voulez. Alors, la question, est-ce que vous vous sentez engagé avec votre équipe de soins de santé rénale dans la prise de décision au sujet de votre traitement? Sentez-vous que vous participez aux décisions concernant vos traitements avec votre équipe de soins rénaux? Vous avez entendu ma brève description de Peggy, Michelle et René. Je pense qu'on aimerait bien les entendre. Je vais inviter d'abord Peggy. On va commencer avec vous, Peggy. Pouvez-vous décrire votre parcours pendant toutes ces années comme patiente engagée? Bonsoir tout le monde. Merci. Je vis en Nouvelle-Écosse, Hannah Plains, et je fais l'hémodialyse à la maison, 3 jours par semaine, 3,5 heures de traitement chaque fois. Je choisis de le faire il y a 6 ans. Mon fils qui a dans la mi-vingtaine et mon mari qui travaille à l'extérieur de la maison. Je faisais de l'hémodialyse dans les centres depuis 4 ans. Et à l'hiver 2015, c'était vraiment terrible pour voyager. Alors, tout cela fait en sorte que j'ai décidé, et mon équipe de soins a voulu m'aider à faire cette transition la plus
la meilleure possible. Je me sentais à l'aise de le faire à la maison parce que je l'avais fait aussi en 1979 lors de mon premier diagnostic. Je ne suis plus sur une liste de greffes parce que j'ai maintenant eu deux greffes qui ont réussi. J'ai un système de soutien magnifique du côté de l'équipe de soins, de ma famille, de mes amis. C'est magnifique. Et beaucoup de personnes m'ont donné mon autonomie presque quotidiennement pour prendre en charge mes traitements parce que les infirmières, médecins, tout le personnel médical et ma famille et mes amis, c'est vraiment très important pour moi. Et voilà. Merci, Peggy. François René, j'aimerais bien vous entendre. Racontez-nous un peu votre parcours. Qu'est-ce que c'est pour vous? Moi, mon parcours a commencé à l'âge de 30 ans. Je savais depuis longtemps, avant que j'avais le syndrome d'Alport, mes reins ont lâché à l'âge de 30 ans et j'ai dû commencer la dialyse. Ce n'était pas facile, même si je savais que c'était pas soudain, c'était vraiment graduel. Mais ce n'était pas facile de commencer l'équipement. Je l'ai fait pendant 2 ans. Pendant ces 2 années, j'ai souhaité avoir une greffe. C'était vraiment mon espoir, avoir une greffe. Et c'est arrivé. Heureusement, même pas 2 ans après la dialyse péritonéale, on a trouvé quelqu'un qui était, correspondait vraiment à mon type. J'étais sur une liste, j'attendais un don d'un donateur décédé parce que le syndrome d'Alport existe dans la famille. Mon frère et moi en souffrons les deux. Mon frère aussi est sur la liste de greffe. Alors moi, j'attendais justement pour avoir un donateur et c'est arrivé assez rapidement, malheureusement. Cette affaire, l'histoire d'amour n'a pas duré longtemps. Si je peux dire, même si la correspondance était parfaite, quelques mois après la greffe, j'ai eu un rejet chronique et à peine 2 ans après la greffe, j'ai perdu le rein. J'ai dû faire de l'hémodialyse. Ça fonctionnait assez bien. Donc, j'ai fait de l'hémodialyse et j'ai décidé de le faire à domicile, moi-même. La dialyse nocturne. Et j'ai fait ça pendant près de 5 ans, jusqu'à ce que je reçoive ma deuxième greffe, il y a 13 ans, en 2008. C'était pas le match parfait, mais ça fait 13 ans. Ça veut dire que ça a marché. Et je vis très bien maintenant avec ça. Pendant ce parcours, je vais dire que dans mon cas, la greffe, c'était l'objectif. Comme je l'ai dit, j'aimais beaucoup voyager, j'étais très actif. Alors, la greffe, pour moi, c'était le meilleur traitement compte tenu de ma situation. Depuis que j'ai eu le deuxième, c'est fantastique. Bon, avant la COVID, j'ai pu voyager à l'étranger et même à l'époque, quand j'étais en dialyse, si j'ai sorti du pays avec une certaine organisation, il est vrai,
En faisant tous ces choix entre les greffes, la dialyse, et deux formes de dialyse, je peux dire que dans le choix de traitement, ce choix était fondé sur mon style de vie. Donc, la dialyse à domicile, pour moi, c'était le choix qui s'imposait. Merci beaucoup, François-René. Et beaucoup de choses que vous dites, les choix, Peggy dit qu'elle est autonomisée. Je pense que je veux poser la question à Michel. Elle est travailleuse sociale en néphrologie. Dites-nous, racontez-nous cet autre spectre sur l'autonomisation des patients. Merci, Craig, Peggy, François-René. J'ai l'impression, comme vous l'avez entendu, un résumé de ce qu'est l'autonomisation des patients. Peggy, François-René, je pense que on voit que ça peut être tissé dans notre vie, dans tout notre parcours, ça s'insère. Je pense que les mots qui ressortent pour moi, c'est participer, actif, impliqué, adaptable. Écouter Peggy et François-René, entendre les adaptations qu'ils ont dû faire à différentes étapes de leur vie, les différentes modalités, différents traitements, les choix aussi qu'ils ont faits à ce propos, qui les ont aidés à informer ces décisions, permet de mener une vie la meilleure possible avec la maladie du rein. Une des choses dont on a parlé en préparant la journée, c'est le fait que ça n'arrive pas du jour au lendemain pour les patients. Non, c'est pas juste, bon, je vais avoir le pouvoir nécessaire aujourd'hui. Non, c'est un processus graduel au fil du temps, par l'expérience, le développement et la création de partenariats, de relations. Alors, nous, notre objectif pour aujourd'hui, c'était de démystifier l'autonomisation en quelque sorte et d'essayer de rassurer tous ceux qui participent ici aujourd'hui. C'est vraiment un concept très vaste. Il n'y a pas une définition unique. Et vraiment, c'est tout à fait personnalisé d'après ce qu'on entend de ce que les gens ont dit. On espère véritablement que vous grâce à votre présence ici, vous allez pouvoir commencer à réfléchir à des façons dont vous participez à vos soins, comment vous voulez aussi participer peut-être plus, afin de vraiment vivre le mieux possible avec la maladie du rein. Ce qui m'a frappé aussi, c'est important, c'est que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, parle de l'autonomisation comme étant un processus par lequel les patients et les personnes acquièrent un plus grand contrôle des décisions et des actions qui touchent leur santé. Ça veut dire qu'il faut comprendre très bien son rôle, avoir la capacité de participer avec l'équipe de soins, de participer aussi aux décisions. Et bon, et obtenir du soutien sur la façon de gérer notre traitement. Comme travailleuse sociale dans le domaine rénal, ça me touche. C'est au cœur de mon rôle et aussi d'autres professionnels, c'est-à-dire de faire la promotion de l'autonomisation des patients dans leur traitement. C'est tellement important pour aider à prendre des décisions éclairées, avoir plus de contrôle sur les traitements et aussi avoir des meilleurs résultats. En partie, je pense qu'il est question d'éducation. On en a déjà parlé, je crois. Et apprendre autant que possible sur les options de traitement. Qu'est-ce qui va être la meilleure solution pour vous à différents moments dans votre parcours? Et aussi assumer le plus de contrôle possible sur notre. On sait que ce soit un nouveau diagnostic ou une nouvelle phase dans notre maladie, peut-être
qu'on peut avoir le sentiment de perdre un certain contrôle ou dans des périodes de stress ou d'incertitude. Il faut trouver des façons de regagner certains contrôles, d'être plus actif dans les traitements, avoir plus de connexion. Je pense qu'il y a des façons d'avoir ce contrôle. Ouais. Et aussi, il s'agit de parler aux patients sur le fait que c'est vous qui êtes au volant. C'est vous qui êtes le joueur clé. Et les professionnels en néphrologie sont ici pour vous donner des directions, vous guider. C'est vous qui êtes au cœur, au centre des soins qui vous sont offerts. Social, apprendre les forces des patients, ça fait partie de l'autonomisation. Les patients qui ont des maladies rénales, c'est un monde très diversifié de patients, de différentes forces, aptitudes. Apprendre sur les forces individuelles des patients, je pense, aide à connaître le type de soins qu'on offre et aussi personnaliser ce soin. Et voilà, je pense que c'est ce qui permet les professionnels. On essaie de donner des soins axés sur les patients. Une des choses qui est absolument cruciale, c'est d'aider à, c'est de guider dans le système soins, donner des orientations, où que soient les patients. Sentez-vous bien libre à n'importe quel moment, Craig? Est-ce que vous voulez que j'ai une question? Vous avez dit beaucoup de choses et vous avez dit que c'est un processus. C'est bien. J'aimerais bien, Peggy, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressé dans votre équipe de soins? Mais si vous ne vous intéressez pas à vos soins, c'est quoi qui se passe? Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'à un moment donné, il faut qu'on soit notre propre tête au fil des ans. Je suis la seule qui connaisse bien mon corps, n'est-ce pas? Ce qui se passe. Et moi, je connais très bien mon corps. Je peux dire aux gens comment je me sens, qu'est-ce qui pourrait se passer. Mais au bout du compte, c'est moi qui sais ce qui en est. Par conséquent, avec mon équipe de soins, euh, je voulais, bon, voir les conditions de traitement, de dialyse, qui pouvaient s'adapter à mon style de vie au moment où je le recevais. Ça m'a aidé, comme Michel a dit, à exercer un certain contrôle et aussi avoir une certaine indépendance en sachant que j'aurais mon mot à dire. Ça m'a donc permis de... Oui, et François René, je suis curieux. Vous avez très bien parlé de vos valeurs, de vos priorités au cœur des décisions. Est-ce que ça a toujours été le cas avec votre équipe de soins? Est-ce qu'ils ont toujours posé la question, qu'est-ce qui est important pour vous quand vous avez choisi la dialyse ou de vous mettre sur la liste de greffe ou si vous avez dû apprendre à vous défendre? Ma priorité, encore une fois, c'était la greffe. Je voulais que l'équipe, dès le départ, que l'équipe soit au courant. J'attendais un donneur décédé
On m'a donné le choix au début, l'hémodialyse et la péridiolyse. Nous n'avions pas à l'époque, au début des années 2000, de soutien par les pairs. Malheureusement, pas comme ça existe aujourd'hui, mais j'ai eu la chance de parler à quelqu'un qui faisait de la dialyse péritonéale. Et j'ai changé, qu'est-ce que ça a l'air. J'ai aussi visité un centre d'hémodialyse. À 30 ans, vous savez, peut-être que, à n'importe quand, mais peut-être à cause de mon âge, quand j'ai vu le centre d'hémodialyse avec 30 fauteuils, ça m'a fait. Je suis assez jeune, je vais faire la péritoniale et ça va me permettre aussi de le faire à domicile et de le gérer au bureau si je dois prendre une journée de congé ici et là. Alors, ce choix, je l'ai fondé sur mes valeurs personnelles et mon style de vie personnel à l'époque. La deuxième fois, et encore une fois, comme Michel a dit, il y a des phases. Et à chaque phase, on apprend. J'ai appris au sujet de dialyse péritonéale et aussi ce que c'est qu'une greffe et aussi perdre un rein greffé. Et donc, c'est des leçons vraiment énormes. Alors, c'était vraiment important. J'ai appris alors, j'ai pu passer à travers ça et encore une fois, par l'expérience. Et j'ai pas eu le choix parce que péritonéal, il n'y avait pas suffisamment de dialyse à mon âge avec ça. Donc, j'ai dû me recourir à l'hémodialyse. Ce n'était pas un choix. Mais on m'a donné un autre choix ensuite. Et celui-là, c'était de le faire la nuit. On appelle l'hémodialyse nocturne. Ça m'a intéressée parce que ça me permettait encore une fois de la cadrer avec mon style de vie, mon travail. Et je voulais avoir la meilleure dialyse possible. Ce que j'entendais, c'est qu'avec la dialyse nocturne, j'avais aucune restriction alimentaire. En fait, ça m'a incité à faire la dialyse nocturne. C'était donc fondé sur mes choix personnels. C'était pas facile d'apprendre l'hémodialyse. Ça m'a pris à 2 reprises. J'ai commencé, après 2 jours, j'ai quitté. J'ai abandonné. Ça arrive, vous savez, à l'époque, j'avais 33 ans et j'ai abandonné parce que c'était trop. Je suis ensuite retournée et j'ai fait de l'hémo régulier en centre 3 fois par semaine. J'y ai pensé, parlé à un ami qui le faisait aussi, l'hémodialyse nocturne. Et elle m'a convaincue d'essayer encore. Et j'ai suivi la formation une deuxième fois. J'avais une infirmière très patiente et grâce à elle, je lui dois, elle a vraiment une place spéciale dans mon cœur. Elle m'a montré faire dialyse et là, j'étais partie pour de bon. Ensuite, je l'ai faite pendant 4 ans et demi. Ça s'insérait très bien dans ma vie quotidienne, dans ma routine. C'est un travail presque à temps
partiel, n'est-ce pas? C'est ce que je voulais au bout du compte. Les décisions ont été prises en fonction de mes choix personnels. Et ils ont aussi, grâce à des amis, c'est important d'avoir des commentaires de personnes, d'avoir l'opinion de ceux qui se soucient de vous et aussi d'avoir une espèce de contrôle de d'autres personnes. Être seul seulement avec cette expérience-là et à penser au meilleur choix seul. S'il y a des gens avec qui vous pouvez, c'est très important. Surtout les personnes auxquelles vous êtes très près et vous connaissent et vous permettent de prendre des décisions. Merci beaucoup. J'apprécie ce que vous dites et j'aimerais retourner à Michel. Probablement, vous avez rencontré des patients qui n'ont aucun intérêt à poser des questions, à devenir des partenaires de soins. Je sais que mes parents viennent d'une génération où ils n'auraient jamais demandé à leur équipe de soins de participer aux décisions. Comment les guider afin qu'ils soient partenaires dans leurs soins? Vous avez des trucs? Oui, je pense que c'est important. Il faut respecter les patients où ils sont. Les gens ont des approches différentes, des préférences, mais donner des possibilités, s'assurer qu'ils connaissent les moyens de participer, même si c'est aussi simple qu'apprendre davantage sur ce que ça veut dire le résultat des prélèvements sanguins, des analyses sanguines, et aussi s'assurer que le diététicien sera le meilleur ami, il va les aider à trouver ce qui marche pour vous. Pas c'est quelqu'un qui va les surveiller. Essayez de les aider à apprendre leur expérience et ce qui est disponible pour eux en termes de ressources et les différentes stratégies pour accroître leur connaissance sur le traitement et aussi comprendre ce qui est fait. Trouver des liens. François René a parlé d'un groupe de soutien. Peggy, je pense que c'est un des bénévoles ici en Halifax qui aide à faire ces connexions. Alors, il s'agit d'avoir ce soutien. Ça dépend du patient. Quelles sont les stratégies les plus efficaces? Et le plus on attend, on apprend du patient, on apprend leur force. Peut-être les inspirer afin que les compétences qui pensent que ça ne se transfère pas du tout à la dialyse, mais en fait, oui, peuvent tout à fait les appliquer à la dialyse pour être un bon parent, partenaire, ami, employeur. Il y a des aspects de cela qui les aidera à réussir comme patient avec la maladie du rein. Donc, ça permet de faire ces liens, ces contacts. Je veux demander à Peggy et je suis contente que vous ayez parlé de soutien par les pairs. Vous parlez à des patients, Peggy. Qu'est-ce que vous dites pour les encourager à être plus actifs, à assumer plus de responsabilités? Vous avez probablement discuté souvent avec des gens où les gens sont dépassés et trouvent que c'est trop. Comment les soutenir? Alors, on doit prendre le temps et faire ce qu'on peut.
pendant 9 ans en hémodialyse. Moi, j'élevais mon fils, je travaillais, je faisais d'autres choses à l'extérieur. Alors, la dialyse, c'était pour moi aller à l'hôpital, faire ma dialyse et quitter. Je me suis intéressée un peu à mes prélèvements et je m'intéressais à ce qui se passait, mais aucunement à prendre la relève et assumer quoi que ce soit. Alors, je raconte ça aux gens, je leur dis, j'ai commencé à poser des questions dès le départ à Moncton, au Nouveau-Brunswick, quand j'ai commencé. C'est un processus, c'est un mode, c'est une éducation à faire, comme dit François René. On peut vivre une bonne vie saine en faisant de la dialyse aussi. François Renard, vous avez des patients vous sont référés, mais vous, qu'est-ce que vous dites pour les encourager? Vous dites que oui, prendre davantage soin de leur... comment vous leur donnez ce soutien pour se sentir autonome, comme on a dit. Il faut y aller étape par étape. On peut évidemment en assumer juste une certaine quantité. Mais c'est quelque chose qu'il faut assumer pour le reste de sa vie. Alors, vous gagnez de la confiance en vous, des connaissances, des traitements de vous-même, comment vous répondez aux traitements, non seulement physiquement, mais émotivement aussi. Donc, c'est une progression. On ne peut pas s'attendre, surtout au début, ça dépend évidemment de chacun, mais on ne peut pas être pleinement autonome dès le départ. C'est un apprentissage et c'est très important. En fait, encore une fois, c'est fondé sur le style de vie et nos valeurs. Il faut bien comprendre, est-ce que je pourrais dire, quand j'ai des gens qui me sont référés ou des soutiens des pairs, ce qui est difficile selon moi, c'est que les gens commencent, ils viennent d'apprendre qu'ils ont besoin de subir de la dialyse et sous peu, et il faut qu'ils prennent des décisions importantes. Est-ce que je vais faire la péridurale ou les mots, qu'est-ce qui est mieux pour moi? Je veux une greffe, est-ce que je peux l'avoir tout de suite? Alors, les décisions arrivent tout d'un coup. Parfois, c'est difficile à prendre ces décisions. Surtout si rapidement on doit se mettre sur la dialyse. Et ensuite, les prochaines années, comment on se demande comment on va vivre avec ça. Si vous faites la péritoniale, vous espérez peut-être continuer de la faire, à moins qu'on juge que l'hémodialyse soit mieux pour vous. C'est ces décisions qui vont un peu modeler votre vie. C'est pour ça, c'est très important
d'être bien informé, de prendre les bonnes décisions. Le soutien par les pairs, en fait, j'espère. J'ai donné des indications. Je dis, prenez les décisions en fonction de vos propres choix, selon vos valeurs. Moi, j'ai fait ceci, ça ne veut pas dire que ce traitement est le meilleur pour vous. C'est vraiment personnel. Bien dit, François Renette. Et je vois dans le chat, le soutien, ce n'est pas des conseils médicaux. On parle de propre expérience, on se soutient l'un l'autre. Si je peux me permettre d'ajouter brièvement, Craig, merci. Une des choses essentielles, c'est la communication. On a parlé d'éducation et je pense que des leçons, les choses qui semblent faire en sorte que les gens soient plus engagés, être plus à l'aise, vulnérables, communiquer avec l'équipe et développer des relations grâce à ce partenariat qui évolue. Et les patients commencent à se sentir, avoir le sentiment de faire partie d'une équipe. Alors, la confiance en fait partie, établir des relations, vraiment savoir que notre voix est très importante. C'est peut informer, peut vous permettre d'avoir des soins informés, comme François et Peggy ont dit. Michel, est-ce que je suis curieux, pensez-vous d'un moment où vous avez soutenu un patient qui finalement a été inspirant pour vous et il vous a inspiré? On parle de travailleur social, mais on parle de autonomisation. Qu'est-ce qui vous inspire? Oui, les patients m'inspirent et moi, je suis inspirée par Peggy et François René. Mais j'ai eu le privilège de participer avec des patients en dialyse, une entrevue avec la Fondation du Rhin à l'époque, quand on a fait de la recherche, quand le rapport a été soumis. Et moi, j'ai consulté un patient qui, avant, avait communiqué avec moi pour partager certains défis financiers qu'elle avait. Et je lui ai demandé, est-ce que tu serais prêt à être interviewé pour aider à éclairer un peu ce rapport? Et elle a vraiment dû sortir de sa zone de confort. Elle a vu que c'était tellement important. Elle voulait vraiment changer la vie des autres patients. Son histoire a été partagée dans une des lettres qui a été envoyée à des donateurs potentiels cette année-là. Alors, j'ai été vraiment très impressionnée par sa détermination à partager une histoire qui finalement était très personnelle, intime, mais elle a été en mesure de, en utilisant elle est dans une clinique maintenant, elle a eu une greffe. Elle est très active maintenant. C'est Nova Scotia Kitchen Party qui a commencé au printemps dernier. À l'époque où il y a eu le tireur fou. Alors, elle partage sa passion. Elle a une magnifique voix. Elle partage ça. Elle continue de parler de l'expérience des patients souffrant de maladies. Les histoires sont importantes, oui, et je pense qu'elle
euh, donne vraiment de pouvoir. Et vous dites aux gens, soyez à l'aise de partager. Alors, des experts comme vous, c'est beaucoup de valeur de partager votre histoire et de voir un peu aussi François, René, Peggy et Michel. J'espère que ça a éclairé. Et alors, j'apprécie beaucoup. Et on est que patient. Et votre histoire est différente.